Ensuite, il y a une vidéo de Norage. Je vais discuter un peu avec lui en lui disant mais est-ce que tu fais des vidéos pour faire un truc qui grossit un peu, pour avoir, je sais pas, peut-être venir faire du stream un jour, pour faire des choses. Il m'a dit ah ouais, non mais moi je fais des vidéos juste quand ce que je veux dire ça marche pas à l'écrit. Comme ça reste clair, compréhensible et les gens voient comment on fait. Fair enough. C'est genre juste l'écrit était pas un format approprié, donc j'en fais un truc et voilà. Et dans sa vidéo, il nous explique, je vais mettre en qualité un peu moins dégueu pour vous, il nous explique que la recherche de CVE, comme le web, comme les rapports de bug bounty, ça manque de standardisation et c'est relativement éclaté, que les sites qui permettent de faire ça en étant un peu exhaustifs sont pas si exhaustifs que ça, buggés, font de l'exact match et donnent pas franchement ce qui est intéressant. Donc il en présente quelques-uns en montrant tous les types de critères et tout ce qui peut être utilisé, en expliquant que très régulièrement, bah, en utilisant ça, on va voir des zones d'ombre ou des choses qui sont pas montrées, où on va trop se restreindre à notre recherche à certains critères alors qu'il y aurait plein de choses qui pourraient marcher. Et il explique un peu plus loin en fait que une fois qu'on a la bonne approche, les bons outils, aussi bien GUI que CLI, bah, le gain de temps est énorme et ça permet d'être vachement plus exhaustif, on va dire au pentest, aussi bien pour la recherche de CVE que pour la recherche d'exploits et l'exhaustivité de je suis sûr d'avoir couvert à peu près toutes les CVE de cette version et des libs associés et voilà. Donc voilà, worth watching, pensez à lui lâcher un petit sub tel que je l'ai fait, ça le régalera. Outre le fait que j'ai changé de qualité, de toute façon si elle est là c'est que c'est dans les liens. Normalement, je vérifie pour pas vous faire de bêtises. ZX. Vous aurez bien la vidéo dans les sources. Petit tour maintenant sur du Pawn Browser. Amusez-vous à faire du Pawn Browser. C'est dur. Je dis pas faites du Pawn Browser et allez taper de la zero day. C'est hardcore. Je dis même pas taper de la end day parce que c'est déjà un truc d'allumé. En revanche, il y a pas mal de repos Git qui sortent des POC qui vont cracher un V8, qui vont cracher un browser, qui vont cracher un WebKit, des choses comme ça. Prenez le temps de regarder un peu comment c'est fait, de voir ce qui est possible de faire. Il y a encore autant les browsers sur PC, je veux dire un Linux, un Windows en desktop, c'est avec de la sandbox, c'est pas censé tourner en roue dans la plupart des cas. Dès que vous tombez sur un bout d'infra, du headless, ou en particulier quand c'est dans du Docker, tout le monde met les options, le no sandbox, le disable subcomp, les machins, parce que c'est pas si simple que ça à configurer. Donc en fait, ça rend accessible tout un tas de RCE en mettant juste une petite page HTML qui se fait render dans une espèce de HTML to PDF, ou juste une XSS côté serveur, ou même potentiellement essayer de péter des users si vous arrivez à les chaîner avec des escapes de sandbox browser. Toujours est-il, il y a pas mal de POC qui existent, il y a pas mal de scripts qui sont plus ou moins documentés. Moi, je sais que... Je savais pas du tout où j'ai mis ça. Je dois avoir ça dans Pawn, Browser, Awesome Browser Exploitation et voilà, ex.html. Très régulièrement, pas très régulièrement, mais tous les un an et demi, il y a une personne ou deux qui se motive pour faire une page avec tout le code relativement explicite, avec un petit shellcode à placer à l'endroit qui va bien. Amusez-vous à essayer de POC ça. Il y a vraiment un nombre de CVE, un nombre de shells conséquent à popper. C'est complètement effrayant parce que ça a une tête horrible, mais en soi, trouver un Docker qui a la bonne version ou rebuild un Chrome ou un Firefox avec la bonne version, ça se fait. Prendre un exploit déjà fait et commencer par un 0xCC. Si jamais vous ne connaissez pas, un assembleur, c'est un sig trap. Ça fait que vous aurez, suivant le premier byte du shellcode que vous testez, soit un segfault, soit un sig abort, soit des choses comme ça si ça crache, soit un sig trap si vous tombez sur le bon shellcode. Si vous tombez sur le bon shellcode, pif paf pouf, on fait un coup de MSF Venom sans null byte ou un équivalent dans la bonne architecture, hein, 3264 ARM, ce que vous voulez. Et voilà, il n'y a pas besoin de complexifier beaucoup plus. Des fois, juste faire une bonne veille techno de jusqu'à quelle version il y a des exploits disponibles. Il y a moyen de taper des choses sympas et de se rapprocher d'un milieu qui est certes très complexe, mais sympathique. D'ailleurs, sur Electron, toujours pas de sandbox. Je ne sais pas te dire, Voidstack, je pense que ça dépend
Hmm. Je sais pas. Faudra demander à notre cher Mizu, qui doit très probablement savoir, ou Gelu. On enchaîne sur du Nuclei qui nous ont fait un petit rework de leur système de templating à base d'AI. Tu vois, tu t'es fait bypass un chal à cause de ça. MDR, tu t'es fait Nday Browser, un chal en électron où tu fallait faire une XSS. Si c'est ça, c'est un peu la douleur. C'est marrant, mais c'est un peu la douleur. Yes, bah vas-y. Montre donc mes creds à tout le monde. Espèce d'outil de malheur. Je m'étais co tout à l'heure, hein, j'avais anticipé, mais. Donc voilà, on lui dit s'il te plaît, please make a pass traversal. Non, pas ça que j'ai dit. Please make write a pass traversal template accessing slash non allez, slash point 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 virgule slash jolokia mon préféré list using methods such as get and post. Est-ce que ça marche? Non, je mets ça generate. Et j'ai fait un POC tout à l'heure. J'espère que j'aurai le même résultat, qu'il n'y a pas trop de randomness là-dedans, mais ça avait été relativement très concluant. Totalement, l'internet est de bosser avec les IPC électrons, mais une day V8 ça suffit. MDA. Une one day ou une N day? Parce qu'une one day, c'est très propre si quelqu'un s'est chauffé à faire ça. Une N day où vraiment juste c'est toi qui n'as pas mis ton truc électron à jour. Dommage. Dommage. Et Totoro, du coup, je présume que c'est toi qui l'as passé. Si c'est le cas, GG, c'est nice. Voilà, notre template Nuclei, il est terminé. Bon, de base, c'est pas très dur à faire, mais bon, bah, le gain de temps est présent. Et en l'occurrence, ça fait directement les bons greffes dedans. Donc là, il y aurait que le mal de démarrer un Docker, écrire ce template quelque part, et voire même juste lui dire scan it. Bon, je serais presque joueur d'aller démarrer, enfin d'aller me connecter sur un de mes VPS et balancer un. Zut. Est-ce que ça marche? Je pense pas qu'on puisse te dire de target la loopback comme ça. Genre si je fais ça, ça marche pas là si on lui dit. Je vois pas trop comment le browser pourrait avoir accès à ce genre de choses sans tout péter. Alors network, clean, all. Si on lui dit scan, il dit quoi? Retest. Copy, retest list, not matched. Comment ça not matched? Tu sais pas faire des requêtes? Allez, ça c'est des tokens qui fuitent. Super. Je suis content. Logout. J'espère que ça a invalidé mes tokens. Passez une bonne soirée. Sur ce, tu sais quoi, je te repasse la main. Je vais aller faire un logout login de GitHub. Ça marche. Alors là, celui-là, il était vraiment sympa, même s'il a pas forcément trop à voir avec la sécu en particulier, avec même nécessairement avec la tech, puisqu'en fait, c'est un paper de recherche qui explique comment lire un paper. Donc ça, c'est comment dire, ça peut paraître comment dire, on peut l'apprendre sur le tas, on va dire. Mais je pense que j'aurais bien aimé commencer par ça. Donc en fait, dans ce paper, il explique une méthode en 3 étapes. La première, en fait, il fait 3 passes sur un paper. La première, elle sert à savoir si le document va l'intéresser, va traiter les sujets pour lesquels il fait des recherches. Donc au début, on va commencer par lire uniquement le titre du paper, l'introduction, de manière très attentive, les titres des parties et sous-parties, et enfin la conclusion. Très attentivement aussi. Déjà, ça va nous permettre de savoir si le document est intéressant. La deuxième passe, là on sait que le document va nous intéresser, donc on va essayer de s'imprégner beaucoup plus du sujet. On va lire les sous-parties qui vont nous intéresser, mais sans forcément s'intéresser
au détail, à la méthode expérimentale ou aux preuves. Simplement, voilà, en prenant ce que le papier dit et en trustant, quoi, hein, tout simplement. La dernière, bah, c'est la plus fine. Donc on peut s'être arrêté à la première ou la deuxième, mais la dernière c'est la plus fine. Et c'est celle qui va nous faire lire un paper de 2 pages en à peu près 5 heures. C'est-à-dire qu'on va se remettre à la place de l'auteur, on va prendre ses postulats de départ comme des vérités absolues, et après on va, si on en est capable, refaire les expériences et revenir challenger tous les protocoles expérimentaux pour essayer de Reproductibilité, chercher. Voilà. précision, biais de mesure, biais cognitif. Exactement. Petite question, ça a l'air de couler de bon sens, ce genre de papier de comment lire un article, mais à la fois il est court, à la fois ça fait un peu pour lire bien un papier, faites ça, mais comment on peut déduire, enfin c'est quand même censé être un white paper ce papier, quelle est la Ouais. science ou les preuves qu'il y a de ce papier pour dire c'est la vérité, alors que ok ça a l'air plein de bon sens, mais je veux dire on voit pas de graphe, on voit pas de méthode de mesure, on voit pas de... Je l'ai pas Non, lu, hein, je te fais... absolument pas. Et il y en a pas, tout simplement. Ok, Ce qui, en fait, non, il fait pas d'expérience, il fait pas de tout ça. C'est simplement un petit retour sur expérience. Lui, c'est comme ça qu'il ok. fait. Ah Et donc ce n'est pas un white paper, ils ont juste repris la forme parce que c'est quelque chose auquel ils ouais, sont confrontés, mais c'était pas un white paper, c'est juste un un how-to, tuto. une cheat sheet qui a été fait par quelqu'un de... Ok, Ouais, voilà, tout à fait. nice. C'est marrant parce que du coup, vu la forme que ça a, il y a un peu un biais qui fait que tu te dis oh waouh, ça a l'air vachement sérieux. Ouais, C'est ouais, quand même un PDF complètement. avec du texte noir sur fond blanc. On fait plus ça en 2023. Ouais. Bah, et puis avec une police qui n'est pas Arial ni Dieu soit loué Comics sans MS. Robot for the win. Non, ouais, c'est vrai que ça fait très paper. Puis déjà, j'ai regardé le document, j'ai vu qu'il faisait 2 pages. Hmm, Je me suis posé une question, et puis après, bah, je l'ai lu, hein, tout simplement, parce que 2 pages, je suis suffisamment courageux pour le faire. certes. T'es courageux alors qu'on aurait pu utiliser. Attends, ça on a dit que je voulais pas le montrer là. C'est l'avant-dernier. Wait. Alors qu'on aurait pu utiliser. Samurai CLI. J'ai essayé de le poker vite fait Ouais. avant le stream. J'ai, Tu fais pas je pense que concluant. je suis pas loin. Mais bon, j'ai eu des petits bugs, j'ai pas réussi à le copier et tout. Et pourtant, le code est pas fou, hein. Minimaliste. Ouais, il est très minimaliste, tu peux cliquer sur SRC si tu veux. Puis tu vas voir qu'il y a énormément de fichiers. Il y a un main, un fichier Mec, pour les erreurs. je vais Et te faire rire, mais j'ai fait la même chose que toi. Donc pas pour ce tool-là, mais il y a 5 ou 6 outils en Python et même un en Perl, non, un en Ruby de mémoire, qui font de la sommarisation. Et je voulais faire ça pour prendre les transcribes, les translates des streams et faire des abstracts pour chaque stream. Il y en a pas un qui est foutu de fonctionner. Il y a eu des problèmes de version, de modèle, d'incompatibilité. Je veux dire, je fais du Python une bonne partie de la journée. Je pense pas être la dernière des temps. J'ai pas été foutu d'en faire marcher l'un des quatre. Voilà. Un jour, je recoderai un moi-même avec LangChain et puis on verra. Mais ça m'a agacé. Ça m'a ouais, je agacé. comprends. Mais je pense qu'il peut bien fonctionner. En plus là, Yama, c'est censé faire du local, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, alors j'ai bien tout fait, hein. J'ai build, puis après j'ai clone des images lama de chez Facebook et tout ça. Meta. Euh, Mais ça ne s'est pas passé comme et prévu. bon, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout parce que j'ai aussi des besoins vitaux, fallait que je mange et tout. Bon, bref. Eh oui, non mais légitime. Hmm. Légitime. On a bien été nerfs les humains à devoir manger et tout. C'est bien vrai. Petite question sympathique. Tu fais comment? Là, il parle quand même. Bon, je trouve ça vachement sympa. C'est quand même que dans un outil, il parle directement des known issues de prompt Ouais, injection. et de rien d'autre. Ça me choque pas tant, mais juste déjà, c'est pas mal. Genre, juste si ça mange du texte et que ça recrache du texte, à part de la prompt injection ou de la corruption mémoire, mais en Rust, faut se lever tôt. Mm. S'il n'y a pas du unsafe partout, j'entends. Coucou Bernstein, qui lui code bien, à mes yeux.
Du coup, la question c'était comment est-ce que tu te protèges, c'est une question piège, d'une prompt injection comme ça. Comment tu fais pour que il puisse pas y avoir de inst ou de sys dans le texte qu'un utilisateur te fournit? Bah, c'est la sanitation. Tu vas clean, tu vas vérifier, tu vas mettre des, comment ça s'appelle? Des mots interdits. Ouais. Tu fais quoi? Tu bloques, tu deny, tu nettoies, tu... Ouais, ça peut être ça. Alors soit on le retire, soit simplement on fait une erreur quand on voit ces gros mots et on dit attention. Bon, s'il y a une erreur, je bloque, ça marche, mais ça va péter pas mal de features. Oui. Le nettoyage, tu le fais comment? Euh, alors l'injection elle se fait avec des caractères spéciaux, donc déjà on peut juste retirer les caractères spéciaux, et puis après sinon si c'est des balises internes, des trucs comme ça, on peut retirer carrément les balises, j'imagine. Comment tu retires les balises? À grands coups de regex. Ah, je refais un petit coup de sensibilisation pour les viewers et peut-être toi si jamais tu connais pas. Si on se retrouve dans le cadre où on a fou, machin, bar et qu'on retire 6, ok, ce sera safe. Si on se trouve dans le cas où on a 6 bar, on va dire oh mon dieu non, il y a la fameuse balise qu'on ne veut pas, donc on va matcher ça et la tège. Et on se retrouve avec la balise qu'on ne veut pas. Donc soit on se débrouille pour dire, c'est pas qu'on va refuser certains chars parce que on va sûrement oublier certains chars malveillants. Donc soit on dit, je n'autorise que des chars de type alphanumérique, texte, espace et tout le reste ça dégage. Soit si vous voulez prendre l'approche un peu plus joueuse, je vais pas dire risquée, on va dire joueuse, de dire je nettoie avant de process. Pensez bien à faire du nettoyage récursif et à renettoyer while true tant que l'input final ne matche pas tous vos critères de c'est clean, je suis d'accord pour le laisser passer. Quid du caractère qui se supprime? J'ai pas les bytes en tête, mais on va supposer qu'on ait du pourcent vraiment. Don't quote me, c'est pas les bons chars. Je sais que là je vais prendre des exemples ASCII, mais si on a des caractères UTF-8 qui peuvent être dégueux, qu'on a genre du 41 43 enfin 42, 43, je vais y arriver pour 144. À supposer que le caractère malveillant à supprimer, ça puisse être 1%, 42%, 43, et que ça donne un caractère en UTF-8 qui soit un chevron normalisant autre chose. Pensez aussi au fait que une fois que c'est supprimé, vous allez pouvoir vous retrouver avec différents bouts de caractères qui vont être compris différemment. On peut penser à l'UTF-8 par exemple qui a certaines séquences valides et certaines séquences invalides. Et on va pouvoir jouer sur une séquence valide et gentille, une séquence valide et gentille, mais qui, une fois qu'on a enlevé un truc qui était vu comme malveillant derrière, les deux plaqués ensemble vont donner une séquence d'échappement plus un caractère Unicode complètement différent. Il y a vraiment pas tout un tas de considérations. Go the easy way. Je whitelist que ce qui me semble non malveillant et tout le reste ça dégage. Sinon, Regex Power. Non, Pentium, c'est non. Vas-y, non. Tu te calmes. Du coup, peut-être on fera un POC un jour si on a le time, mais de toute façon, on a beaucoup trop d'articles. Donc La suite. le dernier Oui. c'était en bas il mettait le fourth walling quand tu t'adresses directement au modèle de langage. Et ce qui pourrait même être problématique dans un article si l'article est écrit à la deuxième personne, hein. Si la personne qui écrit l'article s'adresse directement au lecteur, bah, le modèle de langage pourrait comprendre qu'il s'adresse à lui, et s'il y a des choses voilà, qui font du force walling, bah, le modèle de langage va répondre comme si il était le modèle de langage et non. C'est pas quand on a réussi à escape via une balise, ça? Genre, si on a une balise qui dit début du contenu, fin du contenu, on a du force walling entre les deux balises, même sans avoir réussi à les fermer? Je sais pas. Pour moi, il y a quand J'ai pas même. réussi à le run, sinon j'aurais testé tout ça. Ok. Bah, à poker un jour. À Hmm. poker. Parce qu'il dit qu'il a pas réussi à le escape, Hmm. mais
Bon, si c'est juste filter les caractères, je suis pas sûr. Ça devrait pouvoir. Ouais, t'as raison, il doit y avoir une question un peu plus. À quel point t'arrives à retourner le reverse prompt engineer le truc pour lui dire. Ouais. Si tu aurais dit à 15 reprises, j'ai oublié la balise, elle s'arrête. Arrête le contenu. Arrête. Réponds-moi. Tu sais, c'est un peu comme quand tu spams ton contrôle C sur ton shell parce que t'as envie que ça s'arrête. Alors, on enchaîne avec offsec.tools qui certes n'est pas nouveau et existe depuis un bon moment, mais moi j'étais pas au fait de son existence et c'est quand même pas mal pour faire un peu de veille techno, voir différents types d'outils. C'est quand même pas mal trié en fait. Il y a les tools de la semaine et puis il y a quand même donc le random, donc il y a moyen de se faire un petit bot pour apprendre un nouveau tool par jour. Pourquoi pas? C'est sympathique. Et de mémoire, il y avait un système de tri. US, Start, Random. Est-ce que je me suis perdu? The tool about tag. Ah, tag. Voilà, vous allez un petit peu dans ce qui vous intéresse. Par exemple, on va dire nous, on va pas tarder à s'amuser avec du Kubernetes. Let's go, et ça va nous sortir tous les outils, en tout cas quelques outils qui permettent de voir côté Kubernetes comment tester de la sécu, améliorer et voir un peu l'écosystème. Petit spoil, Kubestroyer, c'est un stream à venir avec son créateur qui est fort sympathique et fait partie de l'équipe de CTF des Ragondins. On a quand même de la commu française un peu partout, hein, c'est sympathique. Donc voilà, c'était pratique. On enchaîne avec Ozin Toolkit qui a l'air d'être une grosse usine à gaz qui permet de récupérer plein d'informations de plein de providers, de faire un peu de vite fait, je vais pas dire threat intel, mais en tout cas d'analyse d'IOC. C'est un espèce de gros outil mi-OSINT, mi-SOC, mi-reputation check, mi-chambre à détonner. Comme d'hab, hein, c'est une appli web qui fait 15 000 trucs, donc vous mettez, enfin, faites-le, mais faites-le quand même dans une VM si vous faites détonner des samples, sinon ça ne va pas bien se passer. Et voilà, juste ça avait l'air quand même relativement complet dans le nombre d'outils gérables. In Docker, donc c'est pas censé être de la sécu, mais c'est quand même un petit cloisonnement en plus, c'est pas perdu. Et voilà, ça a l'air de gérer une bonne pléthore de tools. À mon sens, la partie chiante reste toujours maintenir les endpoints une fois que c'est tombé en marche et avoir les clés d'API de tous les third parts parce que tout le monde veut ça en fait. Faudrait un espèce de système où on va payer un abonnement pour avoir une clé d'API quelque part qui nous donne un accès à 100 autres clés d'API. Tu sais, de la manière qu'il y a je sais plus, ils ont sorti Divi ou un truc comme ça où tu payes un abonnement pas grand chose, mais qui te donne accès à un Netflix, à un Spotify, un Deezer, un machin en shared. Bah là, pareil, je veux dire, on a des clés d'API, on a toutes les nôtres, on les utilise pas non plus de manière abusive. Avoir un système de sharing ou de sous-traitance, de register de compte pour avoir plein d'outils d'un coup, ce serait vachement pratique. Bonsoir Endo, bienvenue. Tu arrives à pas grand chose la fin, mais tu arrives. Demi-heure, je pense. Alors, on enchaîne avec Dagger. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est, Mr. Dry? Non, pas du tout. Alright, Dagger, c'est vendu comme le futur de la CI/CD. On a plutôt de la CD, je dirais. Parce que c'est plutôt la partie déploiement. Probablement CI/CD. Non, c'est les deux. Ok, fine. J'ai découvert ça dans un podcast qui s'appelle The Changelog, qui explique un petit peu tout un tas de nouveautés, de release en termes d'outils, en termes de failles, en termes de techniques. Et là, en l'occurrence, c'était juste sur un tool en particulier. Et c'est un gars de Docker qui a leave Docker après un sacré long moment passé dans la boîte pour se dire, bon, c'est bon, il reste des choses à faire, il reste toujours des choses à faire, mais on a pas mal révolutionné le game de la containerisation. Maintenant, un autre truc qui te choque dans toutes les entreprises, c'est la CI/CD. C'est compliqué. Et en gros, ça permet de passer des CI/CD qu'on connaît, nous, à base de YAML qui décrivent les tâches que tu veux faire, et donc avec toute la logique qui est dans la description des jobs que tu veux faire, à la passer en code. Il y a un exemple, Getting Started. Getting Started, Quick Start, Basics. Pas tant ça que je veux. Pas non plus ça que je veux.
Donc il y a un petit outil CLI pour pouvoir dire démarre telle tâche Dagger, fais des tests, installe-le, c'est bien pratique. Mais surtout, le système de pipeline, ça peut être un peu à la CDKTF polyglotte, ça peut être du JS, du Python, du Go, du ce que tu veux, mais c'est du code qui décrit ta CI. Tu vas dire Dagger qui est ma CI, from l'image Golang, exécute Go version et ensuite fais la suite. Et en fait, alors regarde qu'on trouve un truc un poil plus... Voilà. Ça va avoir cette tête-là. Je vais zoomer un peu. Ah, les meilleurs zooms. Super. Je suis très content. On va pas faire comme ça. Est-ce que j'avais cliqué la dernière fois pour avoir un truc un peu plus parlant? Positwork peut-être. Ou alors... Peut-être dans Examples, je sais pas trop. Examples. Ah bah j'étais dans Examples, super. SDK, voilà, on va prendre du Python, on va prendre Go et Node.js plutôt. Donc Go, Node.js, on va regarder comment ils font par exemple du multistage. Puis JS, on va se rendre compte que c'est littéralement ce qu'on aurait fait en YAML, à savoir from Golang, tu prends ce mount, tu te mets dans tel working directory, tu exécutes telle commande et derrière tu gères les artefacts, le reste. Sauf que c'est plus du YAML, c'est du code. C'est du JS. Ça change un peu la donne dans le sens où actuellement quand même la CI, il faut bien un GitLab CI ou un GitHub, enfin l'équivalent GitHub, pour dire un GitHub Action pour dire un peu la forme de ce qu'on a. Et ça veut dire qu'on a juste dans ces premiers fichiers YAML un wrapper ou un trigger pour aller dire je vais lancer la partie Dagger. Dagger, à mon sens, il me semble qu'ils maintiennent des images pour faire run le code Dagger, parce que sinon, s'il faut faire une image dans une image, flemme. Et une fois que Dagger est lancé, bah, c'est lui qui gère tous ces pipelines. Parmi les gros avantages, c'est qu'on a beaucoup plus d'outils qui permettent de faire de la validation, de la code quality sur la CI que juste parser un YAML et dire vérifie qu'il y ait bien telle propriété et pas telle propriété. Là, on pourrait même commencer à faire du code QL sur de la CI pour trouver des défauts de valeurs un peu obsolètes dans les images ou des choses comme ça. Ou faire un système d'automodification. Enfin, je sais pas, je suis pas sûr que ça enlève le problème de la CI. Je pense que ça le transforme et que ça donne une approche un peu différente, marrante. Est-ce qu'ils vont réussir à révolutionner le game de la CI de la même manière qu'ils ont réussi à révolutionner le game des containers avec Docker? Je sais pas, mais en tout cas le projet est marrant. Et a priori ils ont quand même pas mal de support, ça a déjà une adoption dans son à quoi. Ouais, 500 forks, 9000 stars, c'est quand même pas dégueu quoi. C'est quand même pas dégueu. Ouais, solide. Voilà. Donc moi je serais curieux de voir, appel à contribution, si des gens ont joué avec et si des gens l'utilisent dans leur entreprise pour nous dire un peu qu'est-ce qu'ils en font et faire un petit rétex, ce serait avec grand plaisir. Et Endo, je sais que tu es grognon et que t'aimes bien crier sur la CI, mais c'est quand même vachement chouette. Unblob, l'un des autres outils qui a été rajouté dans les repos Kali Linux. De base, ils disent Unblob Packaging for Kali Linux, si tu veux. Donc là, c'est en fait, juste le packaging, c'est ça que je veux. GitHub Unblob, moi, pour la de base, ils disent Extract files from any kind of container. Ok, c'est juste un wrapper autour de tar, de xz, de zstd, de machin. On regarde un peu, et en fait, là où ça devient sympathique, c'est que si on regarde leur site, ils font une description qui est un peu plus sympa, je trouve. Unblob est donc précis, rapide, facile à utiliser pour extract des choses. Ça parse des unknown binary blobs, donc ça veut dire que c'est un peu plus que juste on sait ce que c'est. Ça va essayer de comprendre de manière un peu intelligente les file formats, 30 différents types d'archives, de file system, etc. Donc avec, ça veut dire que vous avez des bouts de zlib dans des binaires, ça se unblob. Vous avez des images, je sais pas, Docker, LXC, LXD, vous avez des trucs récursifs, ça peut se unblob, c'est vraiment sympa. Et à mon sens, les autres trucs qui sont sympas, c'est la partie free to use, ok. CLI, tant mieux pour un outil pour ce genre d'outil.
Python pour le côté modifiable facilement et bindings, tant mieux. Et donc quand même reverse engineer de firmware, donc vraiment le côté on s'extracte plein de types de choses. Et pourquoi je retrouve pas un autre truc qui m'intéressait? Wait, grep security. Ah, embed security analysis, ok. Voilà, major challenge of embed security, c'est de faire de l'extraction de manière un peu safe. Donc là, on pense au zip sleep pour pouvoir écrire partout sur le file system quand on décompresse quelque chose. On pense au memory corruption que se sont tapés 7zip et WinRAR il y a quelques temps et qui du coup faisaient directement des click draw extract to RCE. Et il y avait ça dans plein de choses. Et donc là, ils ont quand même essayé de faire à la fois des trucs moitié Python facile d'accès, moitié Rust pour les passages qui ont besoin de patater. Pareil, ils en parlent. C'est Rust pour le Python. Voilà, en fait, voilà, c'est ça que je voulais. Britannic Python, ok. Ça utilise Hyperscan que je connais pas, mais qui a l'air relativement bien fait, en tout cas bake par Intel, quoi. Donc c'est pas non plus les moins compétents. Qui gère plein de formats, qui utilise l'IF qui a été reconnu maintes et maintes fois pour la gestion de différents types d'exécuteurs et parsing de leur contenu, quoi. Ils font du Rust pour que ça puisse pas tâter, pour pas attendre 15 ans avant que ce soit extract. Click pour la partie CLI, donc moi je préfère Docopt pour la gestion des arguments, mais c'est un choix tout à fait honorable aussi. Structuré de logging, ça ferait plaisir à notre compagnon Zor, qui adore quand les logs sont bien faits. Et je sais pas quoi dire. For development, regardez development. Jusque là, ça se tient. Voilà. Fin de la conclusion. Juste, ça a l'air bien foutu et concrètement, ils ont fait en sorte qu'il y ait à la fois les bonnes technos, les bonnes libs, les bons parseurs, que ça marche relativement partout et que ça fasse les choses de manière safe. Clairement, c'est assez angoissant quand on reverse des trucs un peu crado ou quand on fait des CTF de se dire je suis à un unzip de me faire réécrire une clé SSH ou backdoorer un .file. Donc on peut se dire qu'on le fait dans un Docker, on peut se dire plein de choses. En pratique, est-ce qu'on le fait? Ça dépend si on a déjà bu les 2 cafés du matin ou pas, quoi. Mais en tout cas, voilà, outil qui a l'air relativement bien fait. Je vais mettre le Revit, c'est pas juste le package Kali. Et voilà, c'est moyen de lister, de voir un peu tout ce que ça fait, de lister le contenu des archives avant même de les extract. Je pense que ça a vraiment de l'avenir. En tout cas, moi, je vais essayer de l'adopter sous peu. Alors, un tool qui n'est ni récent, ni très maintenu, vu qu'on voit que ça date d'il y a un an. Mais petit 1, il est fait par un copain, Sizik, et petit 2, j'ai pas trouvé d'alternative qui fasse le taf bien pour juste dire tiens, il y a un registry, tu me télécharges tout ce que tu peux. Et lui, il fait le taf first try. Et petit 3, il nous a permis de flag des choses pendant le challenge, pendant le CTF de la barbac, où en fait, il y avait un petit exercice sympa où il y avait moyen de taper une SSRF pour aller toucher un registry Docker en interne. Et il y a des gens qui se sont embêtés à faire des règles de rewrite, à aller faire... il n'y avait pas de port forward facile, c'était vraiment de la SSRF. Et il y en a vraiment qui se sont embêtés à faire du scripting à fond. Et j'aurais dit, mais pourquoi vous embêtez? Vous faites un flask en 4 lignes et ça marche. Il y a un concept qui est assez peu connu, mais qui vraiment peut sauver la mise très régulièrement. C'est si vous avez besoin de faire, on va dire, du SQL map, ou n'importe quel boot scripting, ou du SSRF map, ou là, dans mon cas, du registry grabber, mais que, par exemple, chaque action vous demande 3 ou 4 étapes. Vous faites un flask qui, dès qu'il se mange une requête, fait les 3-4 étapes, renvoie la réponse. Donc là, pour le coup, le registre, enfin le Docker Grabber de Sizik, je ne sais pas que tu étais là, bienvenue MDR. Merci à toi, tu nous as permis de tu m'as permis de flag des choses pendant le CTF de la barbac. L'idée, c'est que le tool en question va parler directement avec le Flask et juste faire des gets simples, comme si tout allait bien. Et derrière, la SSRF, elle peut être en post, en cookie, en ce que vous voulez. Il peut y avoir 3 tokens CSRF à régénérer. Toute la logique, elle est contenue dans le Flask et elle est complètement abstraite du tool que vous mettez en upstream. Donc ça permet donc soit du Docker Grab, soit de la SSRF, soit de presque ce que vous voulez. À mon sens, l'un des meilleurs combos, donc outre celui-là, c'est
PHP file read filter aka filter chains. Petit mémo, hein, Synactive, c'est ceux qui ont la technique, mais elle existe depuis bien plus longtemps. Faut payer crédit aux gens qui l'utilisaient déjà avant. Bah là, par exemple, souvent, on se retrouve dans des cas où on peut avoir un SSRF sur un PHP de point de slash filter de quelque chose, de quelque chose, de quelque chose. Mais peut-être que pour le trigger, il va falloir faire se connecter, envoyer une photo de profil, puis recharger la page, puis aller trigger un article pour que ça trigger la SSRF. Bah forcément, l'outil qu'ils ont fait eux, ils gèrent pas ça. Donc pouvoir juste parler à un Flask qui lui va faire les 4 étapes et ensuite renvoyer que la réponse, gain de temps énorme. Vraiment énorme. Un peu moins technique, j'ai parlé avec un pote. Moi j'aime bien aussi faire un peu de dev, je fais pas que de l'attaque. Je parlais de React Admin et c'était quoi? C'est JSON Backend REST, truc comme ça. Voilà, JSON Server. En gros, je lui disais que JSON Server c'est super bien parce que vous mettez un gros JSON quelque part sur le file system, genre ça, vous démarrez l'outil et l'outil va directement auto-générer les endpoints CRUD, les classiques create, read, update, delete, pour l'intégralité de vos objets et vous permettre de faire un mock avec un gain de temps énorme. Ça va watch le fichier, donc vous pouvez le modifier, ça va mettre à jour les endpoints. Et bien sûr, si vous faites les calls, ça va modifier votre DB.json. Donc pour du prototyping, il y a 0 ACL, vraiment, c'est pas prod ready, mais c'est extrêmement rapide. Et avec ça, moi j'aime utiliser React Admin, qui est relativement joli pour faire des petites interfaces matériel thème assez rapides, assez efficaces et genre des choses qui ont ce genre de tête, quoi. Et c'est vraiment en l'espace d'une heure, peut-être 2 heures, vous avez prototypé ça avec un code assez efficace, avec de l'interaction, des on-click, etc. Donc c'est du bon, rapide, efficace pour se faire par exemple une interface de bug bounty ou pour créer un petit front pour un tool, pour une démo client ou que sais-je. Et bah Svelte, c'est une alternative où ils ont voulu faire un écosystème complètement self-packaged avec tout ce qu'il faut pour du dev, pour de la prod, avec un truc assez minimaliste, assez concis. Les exemples qu'ils montrent sont les plus moches non parlants du monde. Quand on voit ça, on se dit mais pourquoi j'utiliserais un truc éclaté, Oui. n'est-ce pas? Mais c'est juste parce qu'ils ont choisi d'être concis et de montrer que la partie utile sans le sugar. Mais en tout cas, c'est vraiment une approche minimaliste, relativement sécurisée de ce que pourrait être un front bien fait, avec un système de composants, avec une portabilité assez vénère pour le coup. Et derrière, bien sûr, il y a le système de ressources, de thèmes, de plugins, et bien sûr, Svelte Materialify. Et donc, si vous voulez vous amuser, il y a moyen de faire des... Qu'est-ce que je pourrais faire? Component, Material App. Ça ressemble à peu de choses près à n'importe quel SPA classique, mais c'est Yet Another Framework avec des technos un peu sympathiques, une apparence un peu belle. Et voilà. Moi, je suis vraiment je suis pas bon en front-end, mais je suis fan des beaux boutons qui cliquent et qui font des belles animations. Voilà. Donc, si jamais quelqu'un a la motive un jour de poker ça et nous en fait un retour, c'est avec plaisir. Alors, on enchaîne, il ne reste plus beaucoup. Stick with us, exploiting the unexploitable with lesser known browser tricks. Lesser known browser tricks, j'étais tombé dessus, il me semble que c'était à nouveau changelog ou critical thinking, je suis plus exactement sûr. Google Podcast. Je pense que d'abonnement. À mon sens, c'était MDR, je ne sais plus lequel des deux. D'habitude, c'est à la voix que je les reconnais. Bon, en tout cas, l'un des deux, de toute façon, les deux sont ultra quali, donc tentez votre chance. Et donc, ça parlait de tout un tas de tricks spécifiques, browser, front-end et autres, qui permettent de soit d'élever les failles que vous avez, soit d'exploiter des choses dans des scénarios très particuliers. C'est une presse qui est un peu longue, donc je vais pas vous la faire là. L'idée, c'est pas de pomper tout le contenu, mais il y a vraiment des tricks qui, comme le dit le titre, sont carrément moins connus. Donc voilà, je ne dis rien sur le contenu, mais faites-y un tour. À la fois le podcast associé est sympa, et à la fois
ces slides permettent de comprendre certains mécanismes inhérents au browser qui sont loin d'être évidents et même des fois contre-intuitifs par rapport au consensus global. Alors tout le monde dit oui c'est ça, c'est comme ça se passe comme ça. Pas tout le temps, pas tout le temps. Donc voilà, très sympathique. Et puis bon, File Scriptor, c'est pas n'importe qui non plus. Ça date certes il y a 5 ans, donc on est loin de la veille techno classique, mais il y en a plein qui marchent encore, donc worth reading. On enchaîne sur GPT Terminal User Interface. C'est génial parce que concrètement, GPG, on en a tous besoin, pouvoir faire. Tu as un gars à côté de toi qui bouge un peu. MDR, c'est drôle ça. GPT TUI, donc voilà, on a tous besoin de privacy, de crypto et de choses bien faites, mais à mon sens, la promesse en termes de sécurité de GPG est là. La promesse d'utilisation et d'accessibilité, elle est pas trop, c'est loin d'être trivial à utiliser. Et là, en l'occurrence, je vais juste vous mettre la vidéo. Si je la retrouve. Pas un truc genre YouTube ou. Démo. Démo. Forcément, s'il cache les démos. Vous allez voir que juste ça rend le truc complètement accessible, quoi. C'est je lance GPT TUI et derrière flèche du haut, flèche du bas, entrée, exporter la clé, faire machin. C'est, je sais pas, ça implémente juste tout ce dont on a besoin, le fait de pouvoir exporter, le fait de pouvoir backup, le fait de pouvoir rajouter une armor spécifique à un format particulier à une clé, le fait de pouvoir lister proprement les clés et leur fingerprint alors que d'habitude c'est un bordel parce que la manière dont on les affiche dans le terminal n'est pas la même manière que le fingerprint utilisé pour les identifier, donc c'est très très relou. Et là, ça solve à mon sens ce problème. Donc très cool que ça ait vu le jour. Et puis les petites interfaces terminales, c'est quand même toujours sympa, quoi. Méfiance cependant, on parle d'un outil qui gère vos clés crypto, qui est maintenu par 14 personnes. Tout l'open source, c'est comme ça. GPG, il y a plein de contributeurs, votre machine elle est faite avec 15 000 interfaces graphiques et libres qui peuvent être backdoorées. Bon là c'est un peu plus sensible parce que c'est littéralement le truc qui manipule vos clés, mais de manière générale, on repose tout notre trust sur des milliers de gens. Donc voilà, on croise les doigts, on touche du bois ou du bureau en plastique et ça se passe très bien. La remarque typique. La remarque qui pique, c'est attention, il y a 14 personnes qui manipulent vos clés crypto, quoi. Ouais, mais bon, de toute façon, il y a combien de développeurs dans le kernel, il y a combien de développeurs sur tellement de choses. Là, le truc, c'est qu'il y a un peu moins de gens qui se peer review, mais honnêtement, j'ai infiniment plus peur du premier pip install, npm install ou que sais-je que je vais faire, qui peut me RCE de la même manière, et derrière attendre que j'ouvre mes clés GPG pour tout choper. Alors que là, bon, ok, t'as 14 personnes, mais c'est des gens déjà qui ont l'air de donner du temps pour contribuer à des projets qui aident à la privacy, à l'accessibilité, donc j'espère que c'est des gens un peu plus éthiques que Jean-Michel, développeur JS. Mais bon, c'est un jugement de valeur, ça n'a pas lieu d'être. Je pense qu'on va faire cet article-là pour passer sur... déjà pour faire languir un peu Kylian et qui reste bien dans Zax, donc qui reste jusqu'au bout. Go for Costil, exactement. Bon, Skip the API, Ship your database. On va faire celui-là avant la fin quand même. C'est un gars ou une boîte qui font l'apologie de déporter les DB, non pas de faire une API pour rendre la donnée accessible et consommable, mais tant que on le permet que les DB sont pas trop grosses, de ship ça directement chez le client. Avant que je parle de l'article, qu'est-ce que t'en penses? D'envoyer des DB comme ça? De shipper des DB au plus près du système plutôt que de les rendre accessibles avec une couche avec un layer d'abstraction en plus, quoi. Oh, bah, je pense que c'est. En fait, ça dépend ce que contient un DB, mais si elle contient des données personnelles, déjà, je connais quelqu'un dans notre équipe qui serait pas content. Après, je sais pas. Je mesure pas ni le bénéfice ni le problème qu'il peut y avoir. Ok.
dans les bénéfices, donc je vais un peu sum up l'article, il y a le fait que si tu as DB, tu as que des données qui appartiennent à ton client et que tu peux la ship directement plus près de lui, ben, tu as moins de RTT, tu as moins de trafic réseau, moins de coûts de bande passante, si ce n'est que tu as envoyé toute la DB à la place de l'envoyer une fois, mais tu peux te débrouiller pour faire des edge replication, des trucs un peu plus proches, pourquoi pas. T'as pas besoin de designer toute une API entière parce que chacun peut faire des bonnes grosses requêtes SQL qui tâchent en local pour récupérer sa donnée. Pourquoi pas. T'as moins de composants, donc potentiellement moins de surface d'attaque, admettons. Moi, dans les trucs qui m'embêtent un peu, c'est que plus tu dupliques ta donnée, plus tu as de la donnée partout et plus ça devient infernal de savoir qu'est-ce qui a été mis où, qu'est-ce qui est redondé, comment et surtout, si tu commences à voir un truc qui fuite quelque part, tu as bien intérêt à avoir rendu identifiable tes leaks parce que voilà, tu diffuses la donnée et tu n'as plus un point de contrôle, tu n'as plus un seul goulot d'étranglement, donc ok, tu es plus résilient. En gros, c'est comme si plutôt que d'avoir un gros repo et tout le monde travaille en ligne sur le code, bah, tu as des gits. Tout le monde fait. En fait, le git est un système de ship your DB. Le code qui Ouais. était en distanciel, il est sur toutes nos machines. C'est censé être public, donc tant mieux. N'empêche que si tu as un repo privé et qu'un jour il fuite, si le mec il a juste fait des clones pool, enfin juste des clones et. Ah non, clone pool, c'est ça. Une bonne chance pour savoir d'où ça vient. Si ça a été un peu anonymisé, donc voilà, à mon sens, il y a de l'avantage et inconvénient. Eux, ils disaient oui, mais en fait, c'est bien parce que ça fait que tu as plus de problèmes de performance, mais que en plus, tu peux prendre exactement ce que tu veux dans la DB. Non, tu peux prendre ce que tu veux dans la DB, tu as pris toute la DB. Si tu veux prendre exactement ce que tu veux, tu fais du GraphQL, tu fais une implème GraphQL qui te permet de prendre de manière très sélective ce que tu veux. Et donc je me disais ça, j'ai continué à lire l'article. Et ils disent, ouais, design API c'est difficile pour faire des services qui vont consumer ça. Le GraphQL a été inventé pour répondre à ce problème. Nice. Cependant, GraphQL a ses limitations. C'est bien pour choper de la donnée brute, mais ça manque d'agrégation, de capacité de querying à avancer, comme le windowing, etc. GraphQL is typically layered on top of an existing relational database that uses SQL. Why not just SQL? En gros, là, on est en train de dire, on a fait une surcouche qui permet de simplifier l'utilisation et de choper juste ce qui nous intéresse. Et ils disent, ouais, mais en vrai, pourquoi on n'enlèverait pas la surcouche? Ça dépend des cas. Je pense qu'eux deux, ils ont dû s'y retrouver avec des cas d'usage où ils expliquent qu'ils ont un outil qui fait de la répartition de VM. Et donc, s'il y a une DB qui fait foi et qui se fait pool par tout le monde, ça veut dire que tout le monde peut avoir son mini cerveau en local pour faire ses décisions. Un gros parallèle un peu crado que je vois à ça, c'est ChatGPT et Yama. ChatGPT, c'est une énorme DB en remote qui nous permet de faire des queries, faire des usages, des choses comme ça. On peut l'utiliser, mais le jour où c'est KO et tout le monde ne peut plus l'utiliser. Et à côté, tu as des petits langages vachement plus concis et bien sûr moins complets qui nous permettent de faire du travail local, d'être réactif et de rendre. Alors, ça ramène en fait à faire pas du système décentralisé, mais plutôt du système multi-agent où tout le monde a sa petite knowledge base en local et commence à pouvoir faire des décisions relativement éclairées avec des choses en leurs mains. Donc voilà, faut voir un peu ce qu'ils en font. Ils en profitent un peu pour dire nous on fait ça et voilà les avantages et by the way venez chez nous parce on fait de la tech trop bien. En vrai, je sais même pas ce qu'ils font. Euh, mais c'est un concept intéressant. À mon sens, ça a clairement ses cas d'usage pour de la donnée publique. Je veux dire, ça sert à rien de faire une API pour exposer que certaines données, mettre des ACL. Si de toute façon, je veux dire, par exemple, si tu as un FTP avec les ISO, les chats, les trucs comme ça, côté Ubuntu, enfin, côté n'importe quelle distro que tu installes, tu fais un FTP, tu le mets en public, où tu permets d'avoir du torrent pour que tout le monde puisse télécharger rapidement ça. Tu vas pas t'amuser à faire un service au-dessus. Mais en ce cas, ça revient juste à dire si tes informations elles sont publiques, rends-les publiques. Je suis très mitigé. Et le côté, si tu as de la DB, tu peux la ship, la mettre sur des points de présence un peu plus proches du client, bien sûr pour limiter les coûts, la mettre directement sur chacune des machines. Bah, c'est pas, ça peut pas scale non plus à l'infini, quoi. Moi, c'est plutôt des. Alors,
Ça dépend comment tu te découpes. Si tu as des petites DB par client et que tes clients sont pas énormes, oui. Euh, Mais si tes clients c'est Meta, Google et Amazon, c'est et que que t'as tes des clients, grosses ouais. DB qui font des terras et des terras et des terras, Ah non, là, y a même pas, là, c'est même pas pris en compte. Concrètement, ils disent, eux, ce qu'ils mettent sur leur LightFS, c'est du SQLite. Hein. Tu mets pas un Tera dans Hmm. du SQLite, Ouais, ouais. sinon tu fais fondre le silice de ton ordinateur. Ça ne va pas bien se passer. Mais bon. En tout cas, le concept est intéressant. Côté RGPD, ça me fait un peu hurler parce que si tu ships une DB qui a de la donnée utilisateur, même si c'est que à un client, ça veut dire que tous ceux qui l'utilisent ont l'intégralité Enfin voilà quoi. T'as un truc qui fuite ou qui se fait exporter et mettre au mauvais endroit, c'est terminé. Bon. Nubo, oui, c'est du read-only sur leur solution et bah, ils en parlent là quoi. Ça permet de faire du redondant et d'avoir ça lisible de partout. Il n'y a pas de système d'écriture et de synchronisation de DB. Tout le monde push les infos au même endroit, mais tout le monde a une réplica locale pour pouvoir faire des choses. Et comment tu load balance ça? Bah, je pense que ça se load balance au niveau de la première récupération de la DB, à moins qu'elle soit mise directement dans le container de base ou récupérée à côté. Mais dans tous les cas, ok, tu vas pas récupérer plusieurs fois une même donnée, mais il y a bien un moment où il faut qu'il y ait un gros download de l'intégralité de la DB. Tu as quand même des artefacts d'une taille conséquente à te trimballer. Pro and cons, suivant les cas, ça peut varier, mais je trouvais ça marrant. Voilà, c'est une idée, pourquoi pas. Moi, j'aime bien le système de file system as a database. Une fois de plus, n'en déplaise Bernstein, juste faire des wget, garder tout à plat sur un file system et faire des grep, ou des rip grep, ou des UG. Si vous ne connaissez pas, GitHub, UG. Allez, super. Ça trouve pas UG grep. Quoi, c'est du grep ou c'était UG? Est-ce que c'est lui qui fait des benchmarks qui éclate tout? Je sais plus, il y en a 15 000. Entre UG, Silver, RipGrep et autres, il y a 10 milliards de manières de faire des greps rapides. Bref. Bah, je suis pas sûr, Sizik, que RipGrep soit plus rapide que Silver ou grep. Déjà ça, c'est pas mal. Du grep, une tuerie. Ah, c'était AG, ce que je cherchais. RipGrep ou AG, ils disent quoi? TimeGrep, machin, machin, AG, AG. Wait. Bon, en vrai, à voir. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont dû faire des sales benchmarks Beyond Grep. Ah, guide grep, RG, hack, AG, nice, regular expression, ok. Il est où le benchmark de perf? Alors, rig grep is currently the fastest. Ok, GG Sizik. Un point pour le mammouth. Les benches sont sur le GitHub de ugrep benchmark, ok. Et bien sûr, ils vont dire que c'est... Putain, on a des viewers réactifs ce soir. Excellent. Ouais, ok. À l'aide, j'ai un moustique qui me tourne autour. J'ai Moi entendu, aussi. j'entends. Ah, mais c'est peut-être. Mec, il a pas volé autour Ah de oui, ton micro. il est passé vraiment juste devant mon micro. Ça m'a bait. Ça m'a Je bait. pense, je Ok. pense que j'ai bait, enfin le Ouais, t'as moustique a bait tout bait le monde. 20 T'as fait, personnes. t'as fait stresser 20 personnes et pour les rediffs, ce sera drôle aussi. Bref, bon, je sais pas trop. Il y a beaucoup trop de choses. Ils peuvent pas mettre un gros truc pour dire c'est machin le meilleur. Enali... Enalisier. Je sais pas comment ça se prononce. Je suis désolé. Ena. Ena, tu sais me dire directement juste lequel c'est le meilleur pour le daily usage facile. Moi qui l'ai mis au début. À voir. Suite. Bon, on avance un petit peu. Une nouvelle quand même qui a fait quelques échos dans la FOSSEC récemment, et vous le savez, MPGN, un mec très chouette et mainteneur de Crap Mac Exec, a lâché le projet pour certes se consacrer un peu plus à d'autres projets, son taf et surtout sa famille, donc concrètement le meilleur des projets, I guess. Mais ça a fait beaucoup de bruit, il y a eu
En vrai, on peut aller là, sur Porchetta et la partie issue, je sais plus laquelle, mais Future. Je sais plus où elle était store celle-là. Peut-être qu'ils l'ont même fermée, mais il y avait un truc, c'était le futur of CME et peut-être ça. Non, 3 weeks ago, ça peut clairement pas être ça. Ah, à l'aide, je sais que vous l'avez tous le lien de toute façon. Dans discussion, thanks. Voilà, merci Totoro. Hop. Enfin, merci Totoro, Sizik, Yanzax et autres. Ah, Yanzax t'a envoyé un lien en particulier, je présume que c'est à partir de là que ça commence à devenir croustillant. Ça fait combien? 48 réponses. En vrai, ça. Attends, what happens now? What happens now? Ok. Voilà, donc il y a des gens qui commençaient à bader en se disant oh mon dieu, le travail qui a été fait, bah, peut-être que ça veut dire closed source, peut-être que ça va être vendu. Porchetta, c'est quand même abus financier pour certes faire vivre les mainteneurs, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est toujours plus compliqué de toute façon. Et concrètement, c'est parti en bon petit drama des familles. MPGN a préféré se retirer pour s'occuper de sa vie perso, ce qui est tout à fait louable. Et je pense qu'il y aura quand même des PR sur le revamp. Et il y a plein de gens qui ont trouvé ça relativement inadmissible que ce tool passe en mode full premium, vu en vrai le même drama que Terraform, le même drama que HashiCorp. Juste quand tu as de l'open source qui perd son côté open source, et ben tous les gens qui ont mis des efforts disent fuck it, ça ne se passera pas comme ça. Et du coup, drama à part, tout le monde a dit c'est bien gentil, tu veux faire ta life, bah c'était open source, on prend ce qu'on a, on rename. Bon, ils se sont un peu fait contraindre à rename. Je pense que c'était. Ils auraient bien aimé garder le nom CME parce que ça a quand même pas mal de renommée. À côté de ça, le fork actuellement le plus maintenu et établi s'appelle NetExec. Vu le nombre de capacités qu'a pris CME avec le temps, donc NetExec maintenant, c'est légitime qu'il y ait eu un petit rebranding et que ça continue à avancer, quoi. Toujours est-il, ils payent crédit pour le travail qui a été fait par les anciens contributeurs. Il y a des anciens qui ont suivi les nouveaux projets. Ils se sont un peu détachés de la partie tunasse qui commençait à rentrer en jeu et gangréner un peu le projet. Donc trop cool. Amusez-vous les nouveaux mainteneurs. Régalez-vous ceux qui l'utilisent parce que clairement, faire un pentest AD sans avoir NetExec, euh, ça devient compliqué, quoi. C'est tellement l'outil qui a pris le monopole de ce qui peut être fait en AD que complicado. Donc voilà, faut voir un petit peu comment ça va, comment ils vont scale, comment ils vont reprendre le truc, toutes les chaînes de build, enfin voilà, voir aussi l'intégration de la commu, parce qu'il va falloir que Kali, Exegol et autres fassent leur choix de rester sur la version actuelle ou prendre le fork en défendant soit la partie établie, soit les valeurs de liberté qui étaient précédemment là. Donc voilà, hâte de voir ce que ça donne. Content que MPGN récupère un petit peu d'oxygène parce que c'était pas ouf pour lui, quoi. Comme il l'a mis petit parachute, petit parapente, suivant les points de vue. Et long live NetExec. Et sur ces belles paroles, on va vous laisser sans plus de drama, juste l'information comme ça de ce fork sauvage mais ô combien mérité. Et vous souhaiter une bonne soirée. Pas de stream semaine prochaine. Pas mal de sujets sympathiques qui arrivent dans les semaines prochaines. Des talks prévus pour la Grehac. Des talks prévus pour pas mal de choses. Kiffer, à casser des choses et comme d'hab, rappelez-vous, les rediffs arrivent soon et le stream reste complètement ouvert aux contributeurs. Donc si vous avez envie de présenter un sujet, des projets, des articles, il y a moyen de faire une petite apparition ou de juste les submit et vous serez toujours les bienvenus. Petit mot de la fin, Dry? Bah écoute, ouais, c'était super intéressant. Moi, c'est un exercice auquel je me suis jamais prêté. Encore merci pour l'invitation et bonne nuit à tout le monde. Il est trop cordial, il est trop corpo. Et ben, Ouais, merci de ta présence et comme d'hab, hein, vachement plus sympa à faire à plusieurs pour pouvoir parler un peu, même si je parle beaucoup. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures et passez une bonne soirée.
tous et ça cut.